Rêvé par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Pour la seconde partie de cette discussion avec Christian Ingrao, on opère à nouveau un détour par les années 80 et 90. On l'a dit dans l'épisode précédent, à l'époque, la fabrique de l'histoire connaît bien des mouvements en partie dus à un changement important, la chute du mur, la fin de l'URSS, qui permettent alors l'accès à des quantités très importantes d'archives, et notamment des archives de la Seconde Guerre mondiale. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Il faut bien voir que cette cassure qui intervient en 89, elle est d'un double ordre. Vous avez parfaitement raison. La première d'entre elles, c'est que les archives qui étaient situées au-delà du rideau de fer et dont les historiens avaient quand même parfaitement conscience qu'elles existaient, et on savait qu'il y avait quelque chose, parce que, pour plein de raisons, mais parce que de temps en temps, vous aviez une baleine archivistique qui remontait, qui montrait son dos et qui redescendait en profondeur. Et ça, c'était, à mon sens, ça devait être super excitant. Mais moi, j'étais trop jeune pour connaître ça, mais ça devait être super excitant. Et donc, à ce moment-là, les historiens prennent conscience du fait qu'il y a deux types d'archives qui vont faire rémanence, qui vont faire réimmersion plutôt, et qui vont être passionnantes. D'un côté, les soviétiques avaient pris des archives qu'ils avaient confisquées et qu'ils gardaient dans un centre qui s'appelle Osobi Archiv, donc les archives spéciales de Moscou, dans lesquelles ils avaient mis en place des archives trophées, c'est-à-dire des archives qu'ils considéraient comme des belles archives, des archives de chasse, qu'ils gardaient comme ça à des fins de muséographie, je dirais quasiment. En second lieu, deuxième type d'archives, dans tout l'arc occidental de l'Empire soviétique, c'est-à-dire de la ville de Poznań jusqu'à la ville de Kharkov, de l'ouest à l'est et du nord au sud de la ville de Reval jusqu'à Odessa, dans tout ce quadrilatère-là, dans toutes les villes principales, il y avait des archives allemandes qui documentaient la pratique quotidienne de l'occupation allemande et la façon dont s'agençaient à la fois les politiques économiques, les politiques de sécurité et bien sûr les politiques raciales. Et c'est ici qu'on a pu avoir, c'est grâce à ces archives qu'à partir de 1991-92 se met en place une nouvelle génération d'historiens qui mettent en place des travaux qui sont des études locales dans lesquelles ils documentent à la fois la dimension très profondément prédatrice des politiques économiques, la dimension très agressive contre les sociétés, notamment les sociétés rurales de ces coins-là, des politiques de sécurité, et bien sûr les dynamiques de génocide qui se mettent en place et qui résultent très souvent d'une interaction entre les deux premières catégories qu'on a évoquées. Et donc là, vous avez un môle archivistique, je ne sais pas, c'est vraiment des millions de pages d'archives qui sont venus s'ajouter à ce que nous avions déjà. Et puis il y a un deuxième môle qui était très important et qui arrive à ce moment-là aussi à maturité. Ce sont les ensembles d'archives judiciaires qui sont produites à la fois par la République fédérale allemande et dans le même temps aussi les organes d'enquête et de sécurité est-allemands, mais aussi est-européens, qui se sont occupés d'essayer de poursuivre les anciens nazis et les crimes qui ont été commis. Et on a là aussi, si vous voulez, des formes d'archives qui sont assez extraordinaires et qui sont produites avec des gens qu'on amène dans des commissariats de police en les sortant le matin de chez eux et à qui on pose des questions et qui finissent par avouer des meurtres, etc., etc. Et ça, c'est des archives de la subjectivité et de la singularité qui viennent s'ajouter à ces archives étatiques et qui permettent de regarder vraiment autrement le génocide et les politiques d'occupation. Il y a un parallèle qui, moi, m'intrigue et je sais que c'est quelque chose autour duquel vous avez beaucoup cogité. Les années 90, c'est une décennie de violence aussi, de grande violence. Il y a le conflit dans les Balkans, il y a le Rwanda, voilà, c'est le grand retour de la violence et c'était justement la preuve que l'histoire n'était pas terminée, bien au contraire. Je me demande dans quelle mesure, quand on est justement historien de la violence et qu'on s'intéresse à la pratique génocidaire, quasiment, comment l'actualité et ce type de résurgence ultra-violente dans notre vie a un impact? Alors c'est une question... je suis pas sûr qu'on puisse la poser comme ça. Il faudrait malgré tout peut-être la poser dans l'autre sens. C'est-à-dire que serions-nous devenus les historiens de la violence et du génocide que nous sommes désormais
je parle de moi, mais je parle aussi de la génération des gens qui me précèdent, Stéphane Audouin Rousseau, Henri Rousseau, Annette Becker, etc., etc. Et puis les gens qui me suivent, Macha Serovic, Nicolas Patin, etc., etc. Et Yoann Chapoutot, bien sûr. Est-ce qu'on serait les historiens qu'on est si on n'avait pas assisté complètement médusé et horrifié à la résurgence de la violence dans les Balkans et au Rwanda? Moi, je sais que dans tous les cas, j'ai passé l'oral de l'agrégation, mon dernier oral d'agrégation, le 11 juillet 1995, et il a fallu que Stéphane Audouin Rousseau me tire de cette espèce de rêve éveillé qui était le travail de robot qu'on fait quand on passe ces concours-là, et qui m'explique que voilà, j'étais peut-être historien du nazisme, mais c'est l'ici et le maintenant, le never again, et on venait de marcher dessus, et l'Europe venait de se déshonorer. J'ai rien vu de tout ça. Et voilà, et si vous voulez, je pense que cet aveuglement qui est le mien et qui fut celui de l'entièreté de la société, à part quelques belles âmes, et Bernard-Henri Lévy, il faut quand même le dire, l'Europe commence à Sarajevo, on peut penser ce qu'on veut de cet homme, n'empêche que ce jour-là, il avait raison. De cet aveuglement, on a appris au moins une chose: on peut pas faire ce métier-là pour empêcher le prochain génocide, c'est juste stupide de penser ça. 2, il est clair que une grande partie des révoltes que je laisse silencieuses, qui peuvent m'animer à l'heure actuelle, sont liées à tout ça. Et voir l'aveuglement de nos sociétés qui veulent surtout pas voir quand est-ce que ça recommence un peu ailleurs, un peu autrement, etc. Mais et qui continue à dire never again, est quelque chose qui est très profondément ancré en moi. Et je pense que on est tous conscients du fait que il faut regarder bien en face les séquences de violence, parce que ne serait-ce que parce que on s'est trompé sur les 2 premières. Je pense ici à la Yougoslavie et au Rwanda. Au moins, regardons les autres en face. Ça, je pense que c'est l'éthique qui peut nous animer. Et puis, deuxième chose, que cela ne nous donne aucune illusion sur un niveau d'expertise quelconque. C'est pas parce que j'ai travaillé sur le nazisme que ma parole aura une quelconque valeur sociale, peut-être scientifique un peu, mais sociale aucune, sur la Syrie, la crise des réfugiés, etc., etc. Parce que on s'est bien trop trompé pour pouvoir prétendre avoir une parole légitime là-dessus. Est-ce que ça illustre aussi notre incapacité collective, pour le coup, à percevoir l'histoire pour ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire comme un fil et pas une succession d'événements détachés les uns des autres? Et je pense notamment là-dessus au travail qui a été celui des historiens de la Seconde Guerre mondiale, qui était de remettre cette catastrophe du nazisme dans la droite ligne de ce qu'avait été en fait la défaite de 14-18, en fait toute l'histoire de l'Europe depuis non pas 10 ans mais bien 50, 60, 100 ans au moment où ça arrive. Ouais, vous avez parfaitement raison de rappeler que l'opération fondamentale de l'historien, c'est de réinsérer dans la chaîne événementielle. Alors en essayant très souvent de pas opérer sur une seule ligne, mais d'essayer de reconstituer les dynamiques buissonnantes de tout ça. Rappeler les champs des possibles, rappeler ce qui est survenu, ce qui n'est pas devenu, etc., etc. Ça, c'est clair que c'est l'opération historienne la plus fondamentale. Mais cette opération historienne, elle se heurte aussi au fait que la plupart du temps, les historiens ne parviennent réellement à mettre en place des opérations convaincantes que quand la séquence se clôt. C'est-à-dire quand on voit quand est-ce qu'elle se termine et ce qui est en train de se faire. Alors, nous, historiens du temps présent, essayons justement d'anticiper tout ça, mais il n'en reste pas moins que ça n'empêche pas l'ensemble de la profession d'avoir bien des difficultés, si vous voulez, d'abord à produire des discours unifiés sur ces questions-là. La profession historienne est quand même une profession extrêmement clivée, et donc on n'arrive pas à avoir un discours unifié, et puis on a aussi du mal à trouver de l'audience quand il s'agit de discuter de tout ça. Quand vous prenez un historien du monde arabe qui essaye de vous raconter quelque chose sur la crise des réfugiés en Syrie, il a bien du mal à se faire entendre. Au fond, il faut rajouter dans l'équation la demande sociale et l'intérêt des sociétés pour ces questions, et on s'aperçoit que les historiens professionnels, on va dire les historiens universitaires, ce que les historiens universitaires identifient comme question cruciale, l'est rarement considéré comme crucial par les sociétés qui nous entourent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps de décalage, peut-être, entre ces soucis, justement,
à la fois de la pratique historienne et de la société en général? Alors, il y a un temps de décalage et puis il y a des modalités, il y a des modes de raisonnement qui sont incomparables et incommensurables l'un à l'autre. Vous avez d'un côté des historiens universitaires qui mettent en place des raisonnements qui font intervenir à la fois des considérations documentaires, des considérations conceptuelles et quelque part, de façon beaucoup plus discrète, des considérations existentielles. Et vous avez d'un autre côté une demande sociale qui, la plupart du temps, est fondée sur des considérations qui sont extrêmement à court terme, parfois historicisables, mais il n'en reste pas moins qu'elles sont à court terme, qu'elles sont en demande de réponses qui sont des réponses rapides et applicables. Et c'est comme si les uns pensaient en termes de pommes, de poires et de pêche, et les autres en termes de viande. Vous voyez, c'est des rencontres qui ne peuvent pas se faire fondamentalement, en tout cas pas massivement. On parlait tout à l'heure des mutations et des révolutions qu'a connues la pratique de l'histoire dans les années 90. On aurait tort, là encore, de dire que ces révolutions sont terminées et que les évolutions sont terminées. Vous, récemment, dans Le Soleil noir du paroxysme, vous proposez des voie d'exploration, une approche expérimentale, je ne sais pas si le terme est approprié, mais c'est comme ça que moi je l'ai perçu, une approche quasi expérimentale de l'histoire, notamment par la croisée avec d'autres pratiques. Je pense à cette tentative autour de la physique quantique. Alors, ce serait bien d'expliquer peut-être un peu quelle est cette tentative et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors, en ce qui concerne la physique quantique, tout ça part du constat quand même que nos démarches sont très incomplètes. Elles sont très incomplètes parce que je me suis aperçu au cours des 3 enquêtes et 3 livres que j'ai écrits que dans le premier des livres que j'ai écrit, qui est un livre d'anthropologie historique de la lutte contre les partisans, je mettais en place des objets qui me permettaient pas d'avoir une appréhension unifiée de ce que c'était que les politiques de lutte contre les partisans. En effet, j'avais accès d'un côté à de la documentation étatique qui me montrait le caractère extrêmement prédateur de ces politiques, le caractère de rationalisation économique prédatrice, avec la mise en place de pratiques de pillage et de destruction, mais qui, au fur et à mesure de l'entrée de l'Allemagne en guerre totale, faisait que il y avait un essor notamment du travail forcé qui était extrêmement important, avec seulement l'élimination des gens qui étaient inaptes au travail. Donc vous aviez d'un côté, si vous voulez, des politiques qui étaient certes absolument effarantes de violence et de prédation, mais qui apparaissaient sous le sceau d'une rationalité, d'une grande violence, mais d'une rationalité quand même. Et puis, d'un autre côté, j'avais ces documents dont je viens de vous parler tout à l'heure, ces documents qui sont issus des archives judiciaires et dans lesquels se dégageait toute autre chose, qui était l'expérience des acteurs, qu'il s'agisse d'un côté de ceux qui opéraient la violence, mais de l'autre aussi des victimes. Et je m'apercevais là, si vous voulez, que j'avais affaire à une chasse à l'homme, mais à l'homme, à la femme et aux enfants qui était d'une cruauté, d'une violence absolue, avec des enfants éclatés contre des murs, avec des centaines et des centaines de villages qui connaissaient le sort d'Oradour, etc., etc. Et les deux ne se rencontraient pas, en fait. J'étais incapable de saisir la rationalité prédatrice dans les archives judiciaires et j'étais incapable de saisir le côté nauséeux et le maelstrom de violence qui était en train de se jouer dans ces politiques prédatrices. Dans la deuxième enquête, dans l'autre enquête, celle sur les intellectuels de la SS, je m'apercevais bien que, comme je vous le disais, les outils de l'histoire sociale échouaient à rendre compte des dynamiques qui se passaient dans l'attractivité du nazisme, l'adhésion et puis ensuite le basculement dans la violence. Mais d'un autre côté, les outils que je mobilisais pour saisir ces dynamiques-là ne me donnaient qu'une image très évanescente, en fait, des milieux sociaux, des réseaux, etc., etc. Tout se passait, si vous voulez, à chaque fois, comme si, pour saisir l'un, il fallait que je sois imprécis sur l'autre. Et pour saisir l'autre, il fallait que je sois imprécis sur l'un. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai fini par me dire que, j'étais un peu comme Werner Heisenberg qui disait que, on ne pouvait pas saisir en même temps les variables de position et d'impulsion d'une particule et que, quand on saisissait bien l'un, on était imprécis sur l'autre, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à relire Heisenberg, que j'avais lu une première fois, et je me suis aperçu que chez Heisenberg, la question n'était pas la question de la mesure, et que il y avait dans l'équation d'onde qu'il était, donc dans la description mathématique de ce qu'il était en train de faire au plan expérimental, il y avait une inégalité fondamentale qui faisait que ça n'était pas une question d'observation, donc ça n'était pas une question d'acuité des appareils de mesure, et que c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'inégalité mathématique, et donc peu importe quel serait l'appareil de mesure, cette imprécision existerait toujours.
Et donc, je me suis mis à dire, peut-être que peu importe mes archives, peu importe la qualité de mes archives, cette imprécision, elle existera toujours. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'est née cette démarche qui n'est pas une démarche de comparaison des champs, qui n'est pas une démarche de comparaison ni même des outils, mais de comparaison des positions heuristiques, des positions des deux chercheurs, quand ils cherchent et quand ils trouvent. Et j'ai commencé à mettre en place une enquête un peu plus systématique de tout ça, en travaillant d'abord, en relisant les pères fondateurs de la physique quantique, donc Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Einstein, etc., et en essayant à chaque fois, si vous voulez, de partir de la position du physicien pour essayer de voir si j'avais un correspondant dans la position de l'historien qui me permettait de regarder autrement les problèmes que j'étais en train d'affronter. Et ce que ça m'a apporté, tout simplement, d'abord ça m'a apporté que y a des choses que je sentais devoir formuler et les voir formuler chez les physiciens, c'était plus simple et ça m'a permis de trouver une façon de dire les choses un peu plus fermement. Ça a assez peu bougé mes propres positions heuristiques, mais ça m'a permis de dire des choses plus fermement. C'est-à-dire que chez Heisenberg, c'est non, jamais tu n'arriveras à regarder position et impulsion avec la même précision. Et là, je dis pas tout à fait jamais, mais je dis, il est tout à fait probable que jamais nous n'arrivions à saisir dans le même mouvement l'expérience de deux êtres ou de groupes sociaux. Il est parfaitement probable que jamais nous n'arrivions à saisir à la fois ce qui est de l'ordre du réticulé social et ce qui est de l'ordre de l'expérience des êtres et des groupes sociaux, qu'il est parfaitement probable que on n'arrive pas à saisir tout à fait de la même façon ce qui ressort du social, du collectif, et du reproductible d'un côté et de l'autre de l'individuel et de la singularité. Je pense que on a des mots ici qui sont pas saisissables avec la même acuité et je pense qu'un jour on sera amené à dire jamais et que on acceptera cette vérité des reins que Heisenberg a donnée pour son propre champ. Donc au total, si vous voulez, ce que ça m'a permis de faire, de travailler avec la physique quantique, c'est de borner un peu l'espérance historienne. Il y a maintenant des choses que je pense possibles et d'autres choses que je pense impossibles. Et je pense que au lieu d'être une opération un peu grognon, en me disant non, on va pas arriver à faire ça, à faire ci, je pense que aller explorer les limites, aller voir s'il n'y a pas moyen de repousser ces limites du possible et de l'impossible historien, ça serait pas un futur désirable pour chacun d'entre nous. Voilà. Ce que ça sous-entend aussi tout ça, et ce que sous-entendait d'ailleurs ma question, c'est que ces évolutions, elles sont loin d'être terminées, et qu'au contraire, plutôt que d'être à la fin de l'histoire, comme on nous l'a dit en 89, on n'en est qu'au début et qu'il y a encore une infinité de champs et de possibilités devant nous. Moi, je suis persuadé qu'on est au seuil d'une immense révolution scientifique en ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Cette révolution scientifique, elle est liée, certes, peut-être dans une certaine mesure à des avancées conceptuelles comme celles que j'ai essayé de proposer, mais d'abord et avant tout, elle est liée à deux choses. Un, les chercheurs en sciences humaines et sociales sont au début d'un processus d'apprentissage, de traitement, de données d'une ampleur, d'une massivité et d'une complexité qui est sans aucune mesure. On sait, le big data est en train d'apparaître depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il va falloir une vingtaine ou une trentaine d'années pour apprendre à mettre en place les applications, notamment statistiques, mathématiques et visuelles pour traiter ces données. Mais on va pouvoir faire des choses qui pour l'instant sont inouïes au sens où on ne les a jamais vues. En second lieu, et ça j'en suis persuadé aussi, nous sommes à la veille d'une seconde révolution dans les manières de représenter et de transmettre et de médiatiser l'histoire. Cette révolution, elle va être langagière. On le voit bien avec un tout petit exemple, l'écriture inclusive. Tout le monde est en train de hurler là-dessus. Mais en fait, c'est un truc que depuis 40 ans, les poètes ont commencé à codifier, à subvertir le genre, etc. Et un jour, cet encodage, on va l'avoir à notre disposition en histoire et ça donnera des textes un peu bizarres. Moi, j'ai essayé dans le dernier livre d'en mettre un petit peu en place. Vous avez peut-être remarqué, il y a des notions qui sont accolées avec des slash. Il y a des mots qui sont barrés pour essayer de montrer comment
comment est-ce qu'on peut représenter ce concept physique qui s'appelle une superposition d'états, comment est-ce qu'on peut le mettre en place, dire une chose et son contraire dans le même syntagme. Donc il y a cette première révolution-là qui me semble-t-il, est en place. Elle est silencieuse, elle est presque invisible, mais à mon avis, elle est en train de se mettre en place. Et puis, en second lieu, il y a évidemment cette révolution des médias qui est en train de se mettre en place. YouTube, Twitch, toutes ces nouvelles plateformes qui constituent une vraie révolution dans la façon de diffuser l'histoire. Et donc oui, en effet, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et je pense qu'on n'a vraiment encore rien vu, quoi. Et pour mettre déjà un pied dans ces futurs possibles de la conception de l'histoire, je ne peux que conseiller de lire Le Soleil noir du paroxysme, le dernier livre de notre invité paru chez Odile Jacob. Merci à Christian Ingrao pour son temps et ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.